Du 24 au 27 septembre 1935 se tient salle de la Mutualité le congrès confédéral de la CGT et en même temps celui de la CGT unitaire à Issy-les-Moulineaux. Le 27 septembre 1935 se tiendra une section commune des deux congrès CGT-CGTU. Dans la métallurgie, la réunification a traîné les pieds. Dans le bassin criois, la force du mouvement du Front populaire de juin 1936 a pris le pas sur les divisions syndicales locales. Le mois de mai a été marqué par des grèves conséquentes dans la métallurgie du pays, mais aussi, on verra après, au mois de juin, dans le bassin criois. Paul Louis, des Forges de Montataire, devient secrétaire le 10 décembre en remplacement de Germain. Dans ce bassin criois, la grève massive durera maximum une dizaine de jours et donc sera de courte durée comparativement aux autres régions, aux autres bassins. Le rapport de force étant conséquent, les patrons de la métallurgie vont céder rapidement dans les tout premiers jours de juin 1936. Le 11 juin 1936, ainsi, plus de 10 000 travailleurs défilent à Creil pour fêter la victoire et la reprise du travail dans les entreprises. La CGT des Forges et l'Union des métallurgistes de Montataire sont en tête de la manifestation. Juillet 1936, ça traîne pas, la section CGT des Forges se redéploie dans l'usine. Un conseil syndical se réunit le 21 juillet 1936. Lobjoie est le secrétaire de la section depuis 1933. Le conseil syndical comprendra Boursier, Lobjoie, Colpin, Molin, Roussel, Nedbrock, Legros, Guillou, Ricard, Decousse-Maker, des noms de camarades qu'on retrouvera au fil de l'histoire des forges de Montataire. La plupart d'entre eux animent la section syndicale jusqu'en 1939, l'entrée dans la guerre et en résistance. Comme d'ailleurs les délégués présents Aubry, Cuvillier, Decatoire, Germain, De Vlieger, Hoët. Ainsi on le verra, Boursier, Aubry, Decatoire, Germain seront tour à tour des secrétaires de la section CGT des Forges avant et après la guerre et on verra qu'ils changent souvent de secrétaire de section. Dans chaque réunion de bureau ou de conseil syndical, les revendications immédiates sont présentes, ce qui montre que ces équipes syndicales collent à la réalité de nos entreprises, du terrain et des ateliers. Par exemple, l'indemnité de panier pour le travail de nuit reviendra souvent dans les revendications et dans les discussions du conseil syndical. 22 août 1936, la section organise une collecte de solidarité au profit du Front populaire espagnol. N'oubliez pas que c'était la guerre civile en Espagne, notamment contre Franco. Les délégués demandent une majoration des heures travaillées le dimanche pour les recuiseurs, un tableau d'affichage pour le syndicat. En même temps, la CGT achète un bon du Trésor pour placer une partie de la trésorerie syndicale. C'était des petits écureuils. Une commission de contrôle financier est créée à cet effet. Les pontonniers refuseront d'autre emploi que celui de pontonnier. La polyvalence, déjà, passe mal. Le 4 octobre 1936 se tient une assemblée générale de la section CGT des Forges. Decatoire Marius en sera le président de cette assemblée. Des revendications reviennent, des décisions sont prises, par exemple, une caisse de secours du syndicat est créée. Les revendications quotidiennes sont toujours présentes. La limitation des heures supplémentaires, par exemple, le rallumage des fours à 4 au lieu de 2 ouvriers. Une nouvelle direction syndicale est élue, secrétaire Boursier Georges, secrétaire adjoint Lobjoie Albert Vandenbroek Roger, trésorier Colpin Fernand, trésorier adjoint Nedbrock Émile, Goblet Roland,
archiviste, il y avait toujours un archiviste, Molin Lucien. Des assesseurs et membres du bureau, Guillou Robert, Legros Roger, Jacques Marceau, Francier André, Dubois Arban et Corin Marcel. Nous pouvons que constater que la structure de cette direction syndicale est toujours bien organisée. Pendant des décennies, ce sera la marque de fabrication de la CGT aux forges, puis à Usinor-Montataire, ce qui lui permettra bien souvent de traverser des crises. Dans cette réunion, le secrétaire demande à ce que les délégués respectent bien leurs 10 heures de mandat par mois, à seule fin de bien se rendre compte de tout ce qu'il y aurait à signaler dans l'usine, concernant la sécurité, l'hygiène, ainsi que tout litige, tout différend entre les ouvriers et les chefs. C'est le b.a.-ba du syndicalisme de terrain. Quelques exemples de revendications qui reviennent: paiement de la demi-heure de casse-croûte, prime de lait pour les peintres, renouvellement des équipements des bleus quand il pleut. Création aussi, le syndicat se dote aussi d'une commission de discipline du syndicat composée de 14 membres, et il y avait souvent, on va le voir dans les PV de réunion, beaucoup de problèmes et des problèmes réguliers à régler de relations avec les militants syndicaux. 1937, dans des réunions, le responsable syndical fait remarquer un certain laisser-aller du bureau syndical. Le bureau proposera une série de mesures pour y remédier. Il est proposé aussi d'adhérer à la Caisse d'assurance sociale du travail, en quelque sorte la mutuelle. L'Assemblée générale du 7 février 1937 renouvelle sa confiance au bureau syndical et se termine par un Vive la CGT, et tout le monde chante à l'unisson l'Internationale. Quelques exemples de discussions et de décisions des bureaux syndicaux. Par exemple, la trésorerie, le collectage des cotisations sont réorganisés, structurés, contrôlés. Des rappels alors sont faits auprès des camarades qui n'étaient pas présents à la manifestation du 1er mai. Donc il y avait un pointage des militants présents dans les manifestations. Décision d'accorder à un syndiqué en longue maladie, plus de 6 mois d'arrêt maladie, un secours financier du syndicat. Ça existait, c'était développé, y compris des fois avec exonération de la cotisation pendant la période d'absence. Le bureau syndical est renouvelé au bureau syndical du 14 mai 1937. Le conseil syndical décide d'allouer au trésorier un fonds de roulement de 3 000 francs avec tenue et contrôle des livres de compte. 3 absences sans excuse à la réunion du bureau syndical, c'était la démission automatique. Je continue. Demande envoyée au groupement des industriels de Creil d'une augmentation des salaires de 10%. Organisation d'une course cycliste le 29 août au château de Baillé, dans le Val d'Oise. Aubry devient secrétaire de la section le 18 juillet 1937 en remplacement de Boursier qui passe secrétaire adjoint. Manifestation contre la vie chère à Creil le 11 septembre 1937. Analyse du premier projet de convention collective nationale pour la métallurgie, donc c'est les décisions des accords de Matignon. Novembre 1937, le climat social se tend, il y a des envies de grève. Dénonciation du secrétaire du syndicat des métaux qui a détourné de l'argent du syndicat, 21 000 francs, c'était une coquette somme. Une enquête est en cours, mais la caisse de la section CGT des Forges de Montataire n'a pas été impactée. À l'Assemblée générale du 5 décembre 1937, un nouveau bureau syndical est mis en place. Aubry Lucien est confirmé comme secrétaire. Marius Descatois remplace Boursier comme secrétaire adjoint. « 1938.
Les discussions sur la Convention collective nationale de la métallurgie se poursuivent. Une maison pour le syndicat des métaux, située 23 rue de Beauvaisis à Creil, a été achetée pour 38 000 francs. La section des forges de Montataire a avancé 3 000 francs. Une commission de gestion sera mise en place. À l'AG du 6 mars 38, Maurice Mignon, qui sera un grand résistant pendant la guerre, et Catelot Marcel entrent au bureau de la section. Ménard est le secrétaire des métaux. Une collecte est organisée en solidarité avec les camarades espagnols, donc nouvelle collecte. Le congrès du syndicat des métaux de Creil s'est tenu le 10 avril 38. Un pointage sera fait de la présence des militants à la manifestation du 1er mai à nouveau. Caron portera le drapeau de la section des forges de Montataire à la manifestation. Le porte-drapeau, c'était pas n'importe qui. Et il n'avait pas l'autorisation, il ne pouvait pas sortir le drapeau comme ça. Il fallait qu'il y ait une autorisation du bureau syndical pour sortir le drapeau officiel de la section CGT des forges dans une manifestation. Aubry étant nommé trésorier général des métaux de Creil et remplacé par André Germain comme secrétaire de la section des forges. L'Union des métallurgistes de Creil adhère au Secours populaire de France, ce qui signifiait que tous les syndicats avaient la possibilité d'être défendus par les avocats du Secours populaire. Là, on renforce le syndicalisme de service. Difficulté à trouver de nouvelles candidatures pour le renouvellement des délégués du personnel. Une collecte sera organisée pour la solidarité envers les grévistes du tricot, de l'usine Tricot. Chaque exemplaire de la convention collective de la métallurgie sera vendu pour compenser les frais occasionnés par les différentes réunions de négociation. Enfin, la liste des candidats d'épée est presque établie. Un appel est fait pour plus de rigueur des militants au fonctionnement du bureau syndical et avec une présence régulière. Un meeting CGT sera organisé le 7 novembre au sous-sol de la COP à Montataire et à la salle du cinéma l'Olympia pour Creil. La grève du 30 novembre 1938. Les décrets-lois du gouvernement Daladier veulent rendre flexibles les 40 heures avec des heures supplémentaires pouvant aller jusqu'à 50 heures. Mais aussi ceux qui refuseront de faire ces heures supplémentaires, notamment dans les entreprises qui travaillent pour la défense nationale, on est en 38, seront punis d'un emprisonnement pouvant aller de 6 jours à 3 mois. C'est une véritable provocation. Sous la pression des ex-CGTU, des communistes, la majorité confédérale a appelé le 30 novembre 1938 à une grève générale. Le gouvernement a répondu par l'armée et la police nationale contre les occupations des usines. Les heurts ont été très violents. Le mouvement de grève néanmoins fut puissant. Le pays était véritablement en état de siège. Des centaines de militants furent sanctionnés et emprisonnés. Aux forges de Montataire, l'usine est occupée avec piquet de grève. La direction a demandé son évacuation. Elle s'est produite. La situation de cette grève est néanmoins mal vécue par les militants les syndiqués. Les avis divergent. La CGT des forges de Montataire sortira affaiblie de cette grève générale et début 1939, les discussions internes CGT seront encore vives et seront notamment consignées dans plusieurs PV de réunion du bureau syndical. « 1939. Près de 100 participants à l'Assemblée générale de la section CGT des Forges le samedi 7 janvier 1939. Mignon dénonce la répression exercée par certains chefs sur les collecteurs du syndicat. La situation est difficile
socialement en ce début 1939. Paul Louis, le 22 janvier, est démis de ses responsabilités de secrétaire. Il est accusé d'avoir détourné 400 francs sur une collecte de 1500 francs. La somme sera restituée à l'union locale. Le conseil de discipline se réunit et statue. Decatoire le remplace comme secrétaire avec Cognard comme secrétaire adjoint. Paul Louis, malheureusement, sera déporté à Auschwitz le 8 juillet 1942. Il fut transféré au camp de Flossenbürg le 26 août 1944 et sera déclaré le 9 janvier 1945. C'était un militant communiste, conseiller municipal de Breuil-le-Vert en 1935. Il est rappelé à l'AG du 29 janvier 1939 qu'en juin, il y avait près de 100% de syndiqués chez les ouvriers des forges de Montataire. En 1939, nous sommes loin de ce compte. Il est revendiqué aussi, dans ces réunions, que les heures supplémentaires soient majorées de 10%. Ami, entends-tu le vol noir des La circulaire corbeaux sur une 15-439 appelle à la mobilisation pour effectuer une période militaire. Nous sommes à la veille de la guerre. Une discussion a lieu pour que les syndiqués et militants qui sont soldats continuent sous cette forme à payer leurs cotisations syndicales. Une minute de silence est organisée à la mémoire du camarade Dumont décédé. Une collecte aussi est faite pour les mobilisés militaires des forges de Montataire. Une fête des métaux se tiendra en principe le 13 août 1939 à Montataire. Le 22 août 1939, c'est la dernière réunion qui figure au PV avant la guerre. Le pacte germano-soviétique est signé le 23 août entre Hitler et Staline. Les communistes soutiennent cet accord. Le 26 septembre 1939, le Parti communiste est interdit. Le 18 septembre 1939, le bureau confédéral de la CGT décide l'exclusion de la CGT des militants qui ne condamneraient pas explicitement le pacte germano-soviétique. La CGT va exploser à la veille de la guerre. Beaucoup de ces militants, entre-temps, vont rentrer dans la clandestinité. La CGT des forges s'est volatilisée et je pense qu'elle est rentrée dans